L'actualité ce soir, 130 magasins de grande distribution peuvent désormais faire des promotions à tout moment de l'année. Le gouvernement ivoirien vient de signer des accords avec une entreprise de grande distribution afin de faire baisser le prix des marchandises. En Côte d'Ivoire, l'activité minière représente 5% du PIB, mais des orpailleurs clandestins sévissent depuis plusieurs années, avec des pratiques particulièrement dangereuses pour l'environnement. Quelles sont les responsabilités sociétales des entreprises minières? Nous en parlerons. Arafat DJ est depuis hier soir le meilleur artiste coupé-décalé de l'année. Il a été distingué lors des awards du coupé-décalé en hommage à Doug Saga, précurseur du mouvement, 10 années après sa disparition. Les Nations Unies s'inquiètent devant la multiplication des incidents et des attaques visant les convois d'aide d'urgence aux sinistrés de l'ouragan Matthew en Haïti, pendant qu'au moins 1,4 million d'Haïtiens ont besoin d'une assistance d'urgence. Bonsoir à tous, merci de nous suivre ce dimanche 16 octobre. Lutte contre la cherté de la vie, en plus des 2 périodes de soldes annuelles, le gouvernement ivoirien vient de signer des accords avec des entreprises de grande distribution. Elles ont désormais la possibilité de faire des promotions à tout moment de l'année. L'idée est de les amener à faire baisser le prix des marchandises. Francis Boifo. Tous les commerçants sont unanimes. Le meilleur contrôleur de prix, c'est la concurrence. Et le gouvernement l'a bien compris. Outre les 2 périodes de soldes dans l'année, des conventions sont signées avec des sociétés de grande distribution. Au lieu de venir à chaque fois demander l'autorisation pour une convention et chaque fois détailler le nombre de produits et tout, nous permettons à l'entreprise dans l'année de faire autant de promotions qu'elle le désire. Nous appelons le maximum de distributeurs à nous rejoindre dans les conventions de promotion de vente. La lutte contre la cherté de la vie reste l'objectif visé par ces conventions qui portent sur des produits ou des groupes de produits spécifiques. D'une manière générale, quand on fait des promotions, on baisse de 5, 10, voire même jusqu'à 15%, et ça dépend aussi de la nature du produit. On baisse, il faut que les autres baissent aussi, nous suivent, mais ça va nous amener plus de chiffres, ça va animer, ça va donner plus de l'ambiance pour tout le monde. Selon le ministre du Commerce Jean-Louis Billon, 20% de la consommation nationale proviennent de la grande distribution. En ouvrant le jeu promotionnel, le gouvernement favorise la concurrence loyale entre les entreprises et ce sont les consommateurs qui en bénéficient. Dans le domaine de l'éducation, la Côte d'Ivoire a entrepris ces dernières années de grandes réformes, mais beaucoup reste à faire. Selon le rapport mondial de suivi sur l'éducation 2016, la priorité doit être accordée à l'éducation afin d'atteindre les ODD, Objectifs de développement durable. Herman Niamia. Le nouveau rapport mondial de suivi sur l'éducation 2016 lancé par l'UNESCO montre bien le pouvoir de l'éducation pour aider à progresser dans la réalisation des objectifs mondiaux du programme de développement durable ODD à l'horizon 2030. Ce rapport alerte sur les défis importants qui devront être relevés pour atteindre les cibles en matière d'apprentissage. Si les États ont pris des actions importantes en matière d'accès à l'éducation, la question de l'inclusion et de la qualité de l'éducation reste des défis majeurs. Inclusion, défi en ce sens que nombre d'enfants en Afrique, ils sont encore près dans le monde, ils sont plus de 38 millions d'enfants non scolarisés. En Afrique, plus de 18 millions d'enfants non scolarisés. En âge scolaire, qui sont non scolarisés. Et en Côte d'Ivoire, ça avoisine le million d'enfants en âge scolaire non scolarisés. Ce rapport indique aussi que la qualité de l'éducation est en baisse dans nombre de pays, surtout en Afrique. C'est pourquoi il exhorte les pays à accorder une place de choix à l'éducation dans leurs différentes politiques de développement. Et en la matière, la Côte d'Ivoire fait partie des bons élèves. Je me félicite de voir que dans le rapport présenté par l'UNESCO, la Côte d'Ivoire fait partie des 50 pays au monde qui ont justement fait voter une loi pour rendre l'école obligatoire. Évidemment, cela dénote que c'est vraiment une priorité, l'éducation et la formation. C'est la raison pour laquelle le gouvernement, en tout cas, consacre une bonne partie, une partie substantielle de son budget
à l'éducation et à la formation des enfants de ce pays. Le nouveau rapport mondial de suivi sur l'éducation invite les États à renforcer le partenariat avec le secteur privé afin d'accroître l'offre éducative. Toute chose qui leur permettra de disposer de ressources humaines de qualité capables d'accélérer leur développement. L'actualité politique, c'est la Troisième République en question. Ce soir, nous parlons de formation et de mobilisation en vue de la campagne référendaire qui s'ouvre le 22 octobre et le référendum lui-même le 30 octobre prochain. Afin d'être prêt pour ce 30 octobre, le Rassemblement des Républicains RDR forme les responsables de ces comités techniques électoraux. Michel Digré. Une formation pour permettre à ces responsables des commissions techniques électorales de maîtriser tout le mode opératoire du scrutin référendaire. C'est tout l'enjeu de ce séminaire initié par le secrétariat général du RDR chargé des élections. Nous allons leur dire aujourd'hui quels sont leurs droits, leurs devoirs et la feuille de route que par rapport à ces droits et devoirs que nous allons leur donner. Et ensuite, nous leur donnons aussi également une armature morale pour bien tenir donc le bureau de vote le jour du scrutin. Pour Mamadou Soumaoro, les militants de son parti doivent focaliser leur attention sur ce référendum au cours duquel plusieurs défis devront être relevés. Le premier enjeu, c'est la bonne organisation de cette élection en tant que parti au pouvoir. Le deuxième enjeu, c'est l'enjeu de la mobilisation, de faire en sorte que ce soit un événement populaire, une adhésion donc populaire. Et puis le troisième enjeu pour nous, c'est la maîtrise technique des opérations électorales. L'objectif des responsables du RDR est de faire mieux que le taux de participation de 56% du référendum de 2000. Direction la place Figayo dans la commune de Yopougon, le Rassemblement des jeunes pour la démocratie et la paix a initié une rencontre. Un moment pour informer la jeunesse du bien fondé de la nouvelle constitution, un moment pour expliquer les raisons, les avantages de ce passage à une troisième république. Abou Sanogo. Place Figayo dans la commune de Yopougon. Démonstration de force du Rassemblement des jeunes pour la démocratie et la paix. Pour un meeting qui sonne ainsi le début d'une grande mobilisation et de l'engagement des jeunes à adhérer au projet de nouvelle constitution. Et ils sont donc venus de toutes les communes du district d'Abidjan pour réaffirmer leur soutien au chef de l'État Alassane Ouattara et leur totale confiance en la nouvelle constitution qui sera soumise à référendum. Et ils l'ont affirmé en présence des cadres du RHDP. J'ai pris moi-même le soin de lire la nouvelle constitution en entier et je suis satisfait. Les artistes sont mobilisés et ils seront mobilisés de tout temps parce que le 30 octobre pour nous c'est un jour historique. Nous allons voter cette constitution à plus de 90%. Nous allons nous approprier cette nouvelle constitution et aller dans tous les rameaux les plus reculés pour faire passer le bon message. Nous avons notre destin entre nos mains. Il s'agit pour nous d'aller le 30 octobre, opérer le choix qualitatif, le changement pour nous doter d'une constitution à même de nous donner la prospérité. Pour les cadres du RHDP, l'adoption de la nouvelle constitution sera salutaire pour la Côte d'Ivoire. C'est une nouvelle espérance et cette nouvelle espérance, c'est pour les jeunes. Les jeunes ont trouvé une place de choix dans la nouvelle constitution. Les jeunes doivent supporter cette constitution, doivent contribuer à faire en sorte que la nouvelle constitution soit votée. Nous allons mettre en place un schéma d'explication, rencontrer toutes les sensibilités, même ceux qui, après m'avoir, peuvent être réticents. Mais nous allons prendre le temps de leur expliquer, de leur faire une lecture détaillée de cette constitution, les enjeux de cette constitution et démontrer que cette constitution n'est pas mauvaise pour notre pays. Tous les jeunes doivent venir le 22 octobre, magnifier non seulement le président qui propose cette nouvelle constitution, mais surtout cette constitution qui est l'avènement de la Côte d'Ivoire nouvelle. Et ils doivent venir nombreux pour signer ce pacte social avec le président à partir de cette constitution, qui deviendra un socle constitutionnel solide pour une Côte d'Ivoire nouvelle. Le lancement de la campagne référendaire aura lieu le 22 octobre prochain au stade Félix Houphouët-Boigny en présence du président de la République Alassane Ouattara et du président Henri Konan Bédié. Même réalité dans le Woroba, les cadres ont invité les chefs de village et les responsables de mutuelles et de jeunesse à mener une campagne de sensibilisation pour la victoire du oui
au soir du 30 octobre. Moussa Konate. Une rencontre d'information des cadres du district du Haut-Roba avec les ressortissants. Objectif, expliquer aux populations les raisons de la réforme constitutionnelle et aussi les inviter à voter oui le 30 octobre prochain au référendum. Tous les cadres du Haut-Roba nous ont chargés de venir nous dire votez cette constitution à 100%. Et vous allez voter à 100%. Vous allez voter à 100%. C'est ce que nous cherchons. On doit voter pour 90% la constitution. Un message qui sonne comme une mobilisation pour témoigner de leur attachement à la vision du président Alassane Ouattara. Nous sommes là pour le président Ouattara. Nous sommes ses chauffards. Déjà, je lance un appel à la jeunesse de dire oui au référendum. Les cadres du district du Haut-Roba invitent les chefs de village, responsables de mutuelles, de jeunesse et de femmes à mener une sensibilisation de proximité pour un oui massif à ce référendum constitutionnel. Que gagnent les populations à opter pour une nouvelle constitution? Pourquoi donner sa voix au oui? C'est à ces questions que le responsable départemental RHDP a répondu à Lakota. Il est allé à la rencontre des populations des villages et cantons du département. À Boussanego. Le 30 octobre prochain, les Ivoiriens sont appelés aux urnes pour l'adoption ou non d'une nouvelle constitution. Avant la campagne référendaire qui s'ouvre le 22 octobre, les partisans du oui, le RHDP s'activent déjà sur le terrain. À Lakota, c'est le départemental du parti des oufouettistes qui porte le combat. Cette constitution, comme nous avions l'habitude de le dire, est une constitution avant-gardiste qui préserve la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, des crises éventuelles. Cette constitution tient compte, n'est-ce pas, des chefs traditionnels qui désormais dans la constitution, qui sont des partenaires de l'administration, afin qu'en amont, il y ait, n'est-ce pas, on prévienne, n'est-ce pas, les crises. Cantons, villages et hameaux ont été investis afin que le oui l'emporte. Jeunes, femmes et leaders d'opinion s'engagent. On a nos sœurs qui sont en Occident, qui peuvent venir et puis un jour être président de ce pays-là. Mais si on ne vote pas le oui et que demain on tient compte de certains articles de notre constitution, je pense qu'il y en a qui seront fort clos. Plus que partout ailleurs, Lakota a souffert. Je lance un appel à mes sœurs de voter le oui pour la tranquillité à Lakota. Le porte-à-porte, c'est la stratégie adoptée à Lakota afin de ratisser large en faveur d'une troisième république. Le départemental Abdoulaye Kouyaté et son équipe expliquent aux familles visitées les articles qui touchent à leur quotidien et à leur avenir. Rappelons pour refermer ce chapitre que le président Alassane Ouattara a annoncé qu'il se rendrait à Yamoussoukro et à Bouaké 2 jours après l'ouverture de la campagne référendaire, précisément le 24 octobre. Demain 20h, d'autres échos relatifs au processus en cours pour le passage de la Côte d'Ivoire à une troisième république. L'activité minière en Côte d'Ivoire représente 5% du PIB. À côté des entreprises minières légales, les orpailleurs clandestins sévissent depuis plusieurs années, avec entre autres des pratiques qui ne respectent pas les normes environnementales. Quelles sont les responsabilités sociétales des entreprises minières en Côte d'Ivoire? Quels sont les enjeux du respect des principes de développement durable dans le secteur des mines? Michel Digré. Oui, tout ici, ce sont des champs de cacao, des palmiers qui ont été détruits au profit de l'or. L'exploitation artisanale de l'or s'est développée en Côte d'Ivoire au cours de ces 2 dernières décennies. 24 régions sur 31 sont touchées par l'orpaillage. L'activité mobilise 500 000 personnes dans les milieux ruraux. Ici, les normes de sécurité sont inexistantes. Les sols sont pollués du fait de la mauvaise utilisation des produits chimiques. Voilà. Et vous voyez, ça, ce sont des mercures. Les mercures. L'exploitation minière nécessite entre autres la prise en compte de préoccupations sociales et environnementales. En adoptant en 2013 un nouveau code minier en remplacement de celui de 1995, le gouvernement ivoirien entendait mettre de l'ordre dans le secteur tout en s'assurant que les acteurs respectent les principes de développement durable.
Quand vous prenez le nouveau code minier, ça n'a rien à voir avec l'ancien code minier. Et ce nouveau code minier fait la part belle à la préservation de l'environnement, à la réhabilitation des sites qui ont été occupés. Le développement durable vise à concilier le progrès économique et social avec la préservation de l'environnement. Pour mieux comprendre les enjeux du respect des principes du développement durable dans le secteur minier, rendons-nous dans la région du Lot-d'Ivoire, plus précisément à Iri. C'est la mine d'or d'Agbaou qui nous ouvre ses portes. Ici, toute l'activité est régie par une vision, le respect des principes du développement durable. Nous travaillons selon les bonnes pratiques telles qu'exigées par les investisseurs. Nous travaillons selon les exigences de l'ISO 14001 pour la protection de l'environnement, de l'OCHE 18001 pour la protection de la santé et sécurité des travailleurs et du Code international de gestion du cyanure. Le service environnement s'assure que le cyanure utilisé respecte les normes de rejet. Toute l'eau du process est canalisée et fait l'objet d'une attention particulière. Sur les différentes digues, on a placé des différents piézomètres et puis chaque semaine, on va faire un monitoring, c'est-à-dire qu'on va faire une surveillance de tous ces piézomètres pour s'assurer qu'on ne retrouve pas de l'eau dans la digue qui pourrait affecter la stabilité de la digue et créer plus tard un éboulement et qu'on puisse retrouver les eaux du process en dehors de ce périmètre-là. La sauvegarde des espèces végétales et animales avant le début de l'exploitation des gisements reste une priorité. Chaque jour que Dieu fait, quand on découvre des serpents, on a des gars qui sont très bien formés à la capture des serpents. On vient les mettre dans la forêt. Avec l'équipe des chercheurs, ils nous ont suggéré des espèces en Côte d'Ivoire qui peuvent être répliquées ici. Effectivement, on les a commandées, on les a mis ici. Le respect des principes de développement durable est également une règle d'or dans la mine de Bonikro. Notre plan de gestion est guidé par les règles et lois applicables en termes d'impact tolérable et tout notre système de gestion tourne autour des moyens mis en œuvre pour atteindre cet objectif. Cela pour que dans le cadre de nos activités minières, nous ayons les meilleurs rapports avec les communautés locales d'un point de vue environnemental et social. Au niveau social, 2,5 milliards francs ont déjà été investis en faveur des différentes communautés autour de la mine. Ici, ce sont de nouvelles habitations pour relocaliser les villageois. Des centres de santé et des écoles ont également été bâtis. Avant, on n'avait seulement que 3 classes. Les 3 classes étaient divisées. On était obligé de diviser avec un plaqué pour pouvoir mettre les 6 classes dedans. Vraiment, ça ne nous arrangeait pas. Plusieurs activités génératrices de revenus ont été financées en faveur des populations. J'ai commencé avec au moins 5 têtes, mais aujourd'hui je suis à près de 135. On va avec les femmes, elles viennent prendre pour faire les coques au four. Quand on a les moyens, on va à Abidjan avec ça et puis bon, ça passe. La Direction générale du développement durable du ministère de l'Environnement est aux côtés des acteurs du secteur minier pour encourager le respect des bonnes pratiques. Notre ambition, c'est de pouvoir donc engager, accompagner les différents acteurs en Côte d'Ivoire dans un véritable processus de responsabilité sociale afin de pouvoir réaliser l'ambition de l'État de Côte d'Ivoire de devenir un État exemplaire et d'excellence en matière de développement durable. La prise en compte des principes du développement durable dans le secteur minier est plus qu'une exigence pour répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. Face à la menace environnementale et sociale que fait courir l'orpaillage, le gouvernement ivoirien a annoncé au cours du Conseil des ministres du 20 juillet 2016 le déguerpissement de 429 sites et 66 interpellations. Voilà le dossier de Michel Digré sur l'activité minière en Côte d'Ivoire. Journée de promotion économique de la Côte d'Ivoire à New York aux États-Unis. Pendant 2 jours, le service de promotion économique du pays a initié à mobiliser des investisseurs des États-Unis, du Canada et du Mexique, à qui la délégation ivoirienne a présenté les opportunités d'affaires que le pays offre. Herman Yamia.
C'est une forte délégation conduite par la ministre de l'Éducation nationale représentant le gouvernement ivoirien qui est parti présenter les opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire aux investisseurs américains, canadiens et mexicains. En organisant ces journées de promotion de l'économie ivoirienne aux États-Unis, l'État entend diversifier ses partenaires économiques afin d'accélérer son développement. Et justement, dans cette dynamique, l'un des temps forts de ces journées a été la signature des accords de partenariat entre le port international de Miami et les deux ports de Côte d'Ivoire. Au-delà de ces deux ports, ce sont des affaires entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Donc je voudrais lancer un appel à tous les investisseurs américains. La Côte d'Ivoire, c'est 24 millions d'habitants, mais la Côte d'Ivoire est la locomotive de la sous-région. Et cette sous-région, c'est plus de 300 millions de personnes. Et donc, vous voyez que c'est un marché qui est large. L'objectif, c'est de créer des emplois. L'objectif, c'est de relancer l'économie afin que la Côte d'Ivoire continue de jouer son rôle de moteur au niveau de l'UEMOA, au niveau de la sous-région, au niveau de la CEDEAO. C'est de faire en sorte qu'à partir de la Côte d'Ivoire, que l'économie de toute l'Afrique soit boostée. Le marché ivoirien semble intéresser les investisseurs américains, canadiens et mexicains au regard de l'engouement qu'il y a eu pendant ces deux journées promotionnelles. Plusieurs intentions d'investissement ont été annoncées. Ces investisseurs nécessairement auront besoin de visas pour se rendre dans notre pays. Nous sommes disposés à tout mettre en œuvre pour leur faciliter les procédures de visa. Ces journées de promotion de l'économie ivoirienne aux États-Unis ont été organisées par le service de promotion économique de la Côte d'Ivoire aux États-Unis, au Canada et au Mexique. En bref, la capitale économique ivoirienne accueille demain et après-demain la deuxième édition du Forum de la finance islamique en Afrique, un an après le succès de la première édition qui avait rassemblé plus de 600 délégués. Le centre hospitalier régional de Divo a reçu plus de 270 millions de francs CFA, un don composé principalement de matériel médical et aussi de médicaments de la Fondation Solidarité pour tous. Thomas Guessambi. Ces usagers de soins de santé de la région de Divo n'en croient pas leurs yeux. Une forêt de matériel d'équipement pour le CHR de Divo. Un centre qui d'ordinaire présente un tout autre visage. Des lits électriques, des déambulateurs, des fauteuils roulants, la liste n'est pas exhaustive. Tout un lot de matériel d'une valeur de plus de 270 millions de francs CFA. La main qui l'offre s'appelle Fondation Solidarité pour tous. Pour sa présidente fondatrice, Fatima Solange Mapri, le geste vise à accompagner les efforts du gouvernement pour un meilleur accès des populations aux soins de santé. Je voudrais vous inviter, notre partenaire, le CHR de Divo, à faire bon usage du matériel remis en servant avec dévouement et abnégation nos braves et vaillantes populations. Je voudrais également en appeler au sens de partage et de solidarité. Et le personnel du centre conduit par son directeur et Dr Famoussa Koulibaly, vice-président du conseil régional du Lodibois, président de la cérémonie, et le préfet de région n'ont eu d'autres mots que des mots de gratitude à l'occasion. Madame la présidente de la fondation, quand je regarde derrière moi, ce matériel, nous n'avons même pas ça dans la plupart de nos structures sanitaires. Si vous nous avez envoyé, c'est parce que nous en avons besoin. Et je voulais encourager tous ceux qui vont nous aider à le faire. En s'imprégnant par la suite de ce que le centre présente comme service, il est apparu nécessaire au bout du compte pour Solange Mapri et sa fondation de signer une convention de partenariat avec le CHR de Divo. Les Nations Unies s'inquiètent devant la multiplication des incidents et des attaques visant l'acheminement de l'aide d'urgence aux sinistrés de l'ouragan Matthew qui a ravagé Haïti la semaine dernière. Plusieurs convois humanitaires ont été bloqués ou pillés. Toute attaque contre un convoi humanitaire est une attaque contre ceux qui souffrent, contre ceux qui sont les plus nécessiteux, a regretté Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU. L'ONU qui estime qu'au moins 1,4 million d'Haïtiens ont besoin d'une assistance d'urgence. Mais la réponse de la communauté internationale face à cette crise n'est pas encore à la hauteur. Sur les 120 millions de dollars nécessaires pour couvrir les besoins vitaux des sinistrés pour les 3 prochains mois, seuls 13% ont été collectés pour l'instant.
C'est l'heure de faire un tour dans le monde avec le 7 sur 7, l'actualité qui retrace les faits marquants de la semaine, de l'Amérique à l'Europe via l'Asie et l'Afrique. Cette semaine a été notamment marquée par la tournée africaine de la chancelière allemande et par la libération de 21 des lycéennes de Chibok au Nigeria par Boko Haram. Le 7 sur 7 signé Sidonie Davila. L'Allemagne veut renforcer sa présence militaire sur le continent. La chancelière Angela Merkel était au Niger lundi. Elle y a annoncé sa volonté de construire une base militaire à Niamey pour aider à lutter contre le terrorisme dans la sous-région. Mauvaise nouvelle pour le constructeur sud-coréen Samsung. Alors que son nouveau produit phare, le Galaxy Note 7, s'annonçait comme un succès sans précédent pour la marque, un problème de batterie combustible a contraint la firme à suspendre ses ventes mardi. Les députés burundais ont approuvé le mercredi le projet de loi prévoyant le retrait de leur pays de la Cour pénale internationale. Le test sera présenté au Sénat avant d'être promulgué par le président Pierre Nkurunziza. 21 lycéennes de Chibok qui avaient été enlevées par Boko Haram il y a plus de 2 ans ont été libérées ce jeudi. Les conditions de libération de ces jeunes filles font polémique. Les autorités nigérianes ont toutefois démenti avoir procédé à un échange de prisonniers avec le groupe terroriste. La Thaïlande pleure son roi, le plus vieux monarque en exercice. Bhumibol est décédé jeudi à l'âge de 88 ans. Son fils, le prince héritier, devrait lui succéder. Un deuil national d'1 an a été décrété. Vendredi, le gouvernement israélien a annoncé qu'il suspendait sa coopération avec l'UNESCO. Israël accuse l'UNESCO d'apporter un soutien immédiat au terrorisme islamiste. Cette décision arrive au lendemain d'un vote dénoncé en Israël comme niant le lien historique millénaire entre les Juifs et Jérusalem. Silence et recueillement samedi à Nice. 86 roses blanches au centre d'une fontaine éphémère, la France a rendu un hommage national aux victimes de l'attentat du 14 juillet. Le président de l'archipel des Seychelles, James Michel, passe la main ce dimanche soir à Danny Faure, son vice-président à la tête des îles Seychelles. C'est donc ce dernier qui va terminer ses 4 ans et demi de mandat. James Michel avait démissionné le 27 octobre après la défaite de son parti aux législatives de septembre dernier. Retour en Côte d'Ivoire dans le monde de la culture. Arafat DJ est depuis hier soir le meilleur artiste coupé-décalé de l'année. Il a été distingué lors des awards du coupé-décalé en hommage à Douk Saga, précurseur du mouvement, 10 ans après sa disparition. Sita Soro. Le vainqueur, DJ Arafat. La messe est dite. DJ Arafat, sacré meilleur artiste du coupé-décalé de l'année, en plus d'être celui de l'artiste masculin. Prix reçu aux awards du coupé-décalé, cérémonie de distinction des meilleurs artistes de ce genre musical. Un prix dont l'artiste se félicite. Je suis très content et aujourd'hui je dédie ce prix à tous mes fans du monde entier car c'est eux qui ont voté, c'est eux qui savent le travail que je fais. Outre ce super prix, d'autres prix ont également été décernés, notamment celui de la meilleure chanson 2016, prix remporté par Serge Beno, qui du reste remportera 2 trophées au cours de cette soirée. Claire Bailly, quant à elle, est désignée l'artiste féminine de l'année. Je suis très heureux d'avoir reçu ces 2 prix et je voulais dédier à tous les fans du coupé-décalé, à tous les fans de Serge Beno et à Feu Douk Saga pour ce qu'il a permis que le coupé-décalé soit ce qu'il est aujourd'hui. Merci à ces personnes qui ont eu l'idée de créer cet événement, c'est-à-dire les awards du coupé-décalé. La dernière fois, c'était les Oscars de la musique ivoirienne. J'ai été lauréate. Aujourd'hui encore, meilleure artiste féminine du coupé-décalé. Ce que ça me fait, c'est
Wow. Ce sont environ une vingtaine de prix et de distinctions qui ont été attribués au cours de cette cérémonie, tels que celui du meilleur artiste de la diaspora, du meilleur concept, de la plus belle voix, du meilleur clip vidéo et du DJ de l'année, pour ne citer que ceux-là. Pour toutes les actions en faveur du coupé-décalé, le ministre Ahmed Bakayoko, représenté à cette cérémonie par son directeur de la communication Bazmouna Koulibaly, ainsi que Didier Bleou, actuel directeur de RTI 2, sont aussi distingués. Le coup de cœur de la soirée a été le prix spécial attribué au fils de Douksaga en hommage à son père, lui, le père fondateur de ce concept. Voilà pour ce soir. Merci de votre attention. Je vous retrouve demain à 20h pour d'autres informations, toujours sur RTI 1.